Et bienvenue, bienvenue à tous à la Cinémathèque pour cette soirée très importante de cette édition d'Histoire de cinéma sur la question du réemploi, comme vous le savez. Et on voulait aborder bien sûr cette question de l'utilisation des images d'archives dans les films. Et il y a quelques années, je crois que c'est 2-3 ans, was 2 years ago, 3 years ago in Lausanne, I don't remember, 4 years ago. C'était un congrès de la FIAF et et on a assisté à une conférence très intéressante autour de cette expérience qu'avait lancée l'Imperial War Museum à Londres, une commande de films qui avait été faite donc à l'occasion bien sûr du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et cette commande avait été faite par le musée à Peter Jackson pour réaliser un documentaire sur la Première Guerre, avec bien sûr la mise à disposition très importante d'archives, des heures et des heures d'archives. Et à cette époque, donc, David Walsh, que nous avons l'honneur de recevoir ici, le plaisir de recevoir ici, travaillait à cette époque au musée. Ellen Hopcroft, qui est là ce soir, travaille aujourd'hui au musée. Donc c'est intéressant, c'est deux générations différentes qui sont avec nous pour nous parler, donc pour revenir sur cette expérience d'un documentaire construit à partir d'images d'archives. Et la question qu'on se pose, c'est celle que vous avez sur le programme, scandale ou réappropriation acceptable, puisque vous allez voir que Peter Jackson en a fait bien sûr tout autre chose avec que ce soit la colorisation, la sonorisation, etc., le traitement d'images. Et ça pose bien sûr, en tout cas ça nous pose à nous, archivistes, beaucoup de questions. Et je pense que ça vous en posera aussi à vous, donc on pourra en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je vais laisser donc bien sûr David Walsh et Ellen Hopcroft vous présenter revenir sur cette expérience, sur ce travail, sur cette commande, et puis sur toutes les questions qu'ils ont pu traverser à cette époque, et tous les échanges aussi qu'ils ont pu avoir avec Peter Jackson. Voilà, et on présentera bien sûr, si vous ne le savez pas encore, le film à 21h pour les soldats tombés, c'est le titre français. They Shall Not Grow Old pour le titre anglais. Voilà. David et Hélène, c'est à vous de jouer. Et merci à vous d'être là avec nous ce soir. David continue à travailler aujourd'hui pour la FIAF. Il a coordonné, il a travaillé, il a dirigé la commission technique de la FIAF pendant plusieurs années, et il continue aujourd'hui à travailler pour toute la partie formation, stage de formation qu'il fait dans différents endroits du monde, pour différentes archives. Donc c'est quelqu'un qui continue à travailler et qui est très important pour le réseau de la FIAF. Donc je le remercie vraiment d'être là avec nous ce soir. Merci David, merci Hélène. Thank you. Good evening, everybody. It's lovely to be here today. Thank you very much for inviting us along to present a brief presentation about the making of They Shall Not Grow Old. So to begin with, I thought I'd give a little bit of background to the Imperial War Museum, its history, its collections, and kind of a background to First World War filming, so that we can kind of better understand some of the footage that's presented in They Shall Not Grow Old. And then David's going to show you some clips from the film and some still photographs, and then I'll do a little bit more talking about kind of, how should we say, sort of various different opinions about whether the film was kind of successful or not, I think is probably fairly safe to say. So, to begin with, the Imperial War Museum was founded on the 5th of March 1917, and although the First World War would continue to be fought for another year, it was recognised that Britain and its Commonwealth allies would need a memorial to recognise the sacrifices made across all sections of society, both civilian and military. The intention was to collect and display many different types of records showing everyone's experiences during the war, and to commemorate their sacrifices. With the outbreak of the Second World War in 1939, sacrifice de tous les groupes de la société. Avec la Seconde Guerre mondiale en 1937 et la guerre de Corée en 1953, le musée donc s'est vu attribuer un certain nombre de tâches. Il s'agissait donc d'étendre aux archives les images et tout ce qui était disponible en ce qui concernait les conflits, soit avec la Grande-Bretagne ou avec le Commonwealth, et ceci depuis 1914. C'est pour ça que le musée aujourd'hui
a une collection unique avec des documents, qu'il s'agisse sonores, visuels, photos, uniformes et objets, donc qui a commencé à partir du XXe siècle et qui continue au XXIe siècle. Le musée donc a recueilli tous ces films dès le début et nous savons aujourd'hui que le film représente une trace absolument essentielle qui doit être préservée des conflits. Et donc les archives sont les plus anciennes au Royaume-Uni, sont également les plus anciennes dans le monde avec 25 000 heures de films. Alors, il y a très peu de séquences qui permettent de comprendre ce qui s'est passé avec les forces armées britanniques pendant les premiers 18 mois du conflit, pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y avait aucune organisation à l'époque qui pouvait s'occuper justement de préparer des documentaires ou de présenter des actualités à ce sujet. Mais il faut également ajouter à cela qu'il y avait une certaine indifférence en ce qui concernait le fait de filmer la guerre, mais surtout cette indifférence parmi les officiers britanniques. D'autres pensaient que ça pouvait être un risque également pour les forces armées britanniques. En fait, l'armée britannique a bloqué tous les accès au front de l'Ouest jusqu'en juillet 1915. Les attitudes ont commencé à se modifier, ceci après que le premier documentaire qui s'intitulait La bataille de la Somme et qui avait été donc préparé par Geoffrey Malins et J.B. Dowell en 1916 est apparu. Il semblait donc que les prises de vue qui étaient inédites, qui avaient été montées, ceci permettant de disposer d'un document de 5 parties différentes et montrer justement comment c'était déclenché, comment s'était produit le début de cette offensive de la Somme, a eu un tel succès que cela a ouvert la voie finalement à la possibilité de voir d'autres films documentaires comme La bataille d'Ancre ou l'avancée des tanks ou alors la visite du roi et de ses armées au moment de la grande avancée. Ce que l'on peut dire, donc, il y avait un intérêt commercial qui, donc, était de plus en plus fort, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a eu également, au moment où l'intérêt commençait à diminuer, j'ai dit, il avait été en quelque sorte possible grâce au succès de ce premier film, et il a commencé à s'effacer. Et à ce moment-là, il y a eu un accord. Il y a eu un accord qui a été passé avec le Newsreel Topical Budget. C'est donc pour produire justement un certain nombre de documentaires avec des séquences d'actualité et qui constituaient finalement une source très importante pour certains des documentaires qui étaient montrés dans notre pays, et ceci avant le long métrage qui était programmé. Donc, à la fin de 2012, pour justement marquer le centenaire, on a voulu proposer la constitution d'une commission de films, et ceci, donc, c'était de remettre à l'ordre du jour ces films de bataille mémorables, ceci en utilisant des archives filmiques et musicales. On avait même à l'époque commencé à discuter sur le fait qu'il fallait peut-être restaurer des films comme La bataille d'Arras. Mais à ce moment-là, il nous semblait qu'on n'était pas assez ambitieux dans nos projets et que par conséquent, on a mis un autre projet en place, et ceci dans la perspective de 2016. Et comme c'était justement la commémoration de la bataille de la Somme, ceci serait peut-être intéressant comme point de départ, et donc il fallait utiliser les archives que l'on avait pour ce film. Et donc on l'a fait avec un cinéaste connu qui a permis justement de travailler de façon à faire mieux connaître la Première Guerre mondiale et d'utiliser ces archives. Mais on voulait que ce soit un tremplin également pour permettre à tout un chacun d'en apprendre plus sur la Première Guerre mondiale et de découvrir également nos collections d'archives. Également donner la possibilité à tous d'aborder l'histoire de façon différente. Alors comment est-ce que l'on a commencé à travailler avec Peter Jackson? Comment cela s'est-il passé? Évidemment, à première vue, il semblerait qu'on n'aurait pas pu faire bon ménage avec lui. Mais quelqu'un a cité son nom, et donc the Imperial War Museum avait déjà eu l'occasion de le contacter. Il est extrêmement passionné, il connaît très bien tout ce qui concerne la Première Guerre mondiale parce que son grand-père donc s'est battu sur ce front de l'Ouest. Il a lui-même, donc Peter Jackson, était un collectionneur de
tout ce qui concerne ce film. Son grand-père avait, lui, recueilli pas mal d'objets en lien avec la Première Guerre mondiale. Donc, ce qui l'est intéressé, c'est d'avoir justement la possibilité de travailler avec des technologies de pointe qu'il avait à sa disposition et également de pouvoir atteindre un public beaucoup plus large. Ceci grâce au projet qui a été mis en place avec 1418 Now, qui est une autre entreprise très importante. Donc, nous avons travaillé avec Peter Jackson pendant les premières étapes du projet. C'est un projet qui finalement était très ambitieux et c'est pour cela que nous avons décidé avec le département de culture du gouvernement britannique de lancer un projet en collaboration avec 1418 et c'était notre commission qui avait été mise en place, qui était chargée justement d'organiser cette commémoration et de permettre à ceux qui avaient vécu cette guerre de revivre à travers les récits ceux qui étaient morts donc pendant cette Première Guerre mondiale. Et finalement, c'est Peter Jackson qui s'en est occupé et qui a été un petit peu le moteur de ce projet. Donc, on a travaillé avec Peter Jackson et il avait créé donc la possibilité de mettre en place un film, mais il avait justement, parce qu'il était très créatif et qu'il avait une certaine autonomie au niveau du montage, une certaine marge de manœuvre. On n'a pas voulu lui dire ce qu'on voulait exactement, on l'a laissé relativement libre. Et donc, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était rendre plus vivante cette Première Guerre mondiale, surtout pour des jeunes de 15 ans. Mais je pense que c'est surtout un artiste qui intervient ici, c'est sa perspective, parce qu'il utilise les archives et les différents matériaux en lien avec ces archives en tant qu'artiste. Donc, c'est vraiment cette perspective qu'il faut avoir à l'esprit. Beaucoup d'artistes et de réalisateurs, sans oublier Peter Jackson, ne considèrent pas que les archives comme étant un texte sacré, intouchable. Au contraire, ils pensent que c'est quelque chose que l'on peut travailler, qui est malléable et qui nous permet d'avoir des traces du passé qui peuvent être renégociées d'une certaine façon. Nous avons proposé donc 2 scans en des cas, blanc et noir, donc avec un DPX en plein cadre et à peu près donc un quart de la collection du musée a été proposé. En fait, il voulait tout voir. Il ne voulait pas être le commissionnaire, mais il voulait prendre connaissance de toutes ces sources et de toutes ces archives. Alors, nous avons attendu qu'il finisse son exploration. Nous avons attendu la fin de 2015 et nous avons découvert que le film allait être colorisé. Et ensuite, en 2016, nous avons découvert qu'il y aurait également un film en 3D. Et en 2018, encore une surprise, on a découvert qu'il allait ajouter une bande de son avec une synchronisation labiale pour les dialogues et qu'il inclurait également les témoignages de vétérans. Voilà. Donc, ce qui devait être au départ un film de 30 à 40 minutes est devenu un film d'à peu près 60 minutes. Et la version finale, c'était presque 100 minutes, finalement. Donc, je crois que nous avons pris là une initiative commerciale tout à fait pertinente et ça a permis donc de découvrir d'autres circuits de distribution du film. Mais en interne, une certaine consternation néanmoins parce qu'on se demandait comment peut-on utiliser des archives, est-ce que c'est approprié ou pas de les utiliser, est-ce qu'une réappropriation est acceptable. Alors évidemment, là, c'était une exception puisqu'il s'agissait d'un projet destiné à commémorer exceptionnellement le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, il s'agissait également de rendre plus accessible à d'autres publics qui n'avaient peut-être pas l'occasion de découvrir ces événements à travers le film en noir et blanc ou les films muets. Donc, la référence a été donc ce vers de Bunyan's For the Fallen pour les soldats tombés. Et je vais maintenant donner la parole à David qui va peut-être nous parler un petit peu plus des aspects techniques du film. Je vais me concentrer davantage sur les aspects techniques de ce film, en particulier l'approche éthique ou déontologique qui a été celle ou non de Peter Jackson. Et d'abord, je vais vous livrer une autocitation, quelque chose que j'ai écrit il y a
10 ans, quand on m'avait demandé justement de parler de la notion d'éthique dans la restauration du film. Et je disais donc il y a 10 ans qu'on pouvait envisager une amélioration continue de la qualité de l'image et du son, à tel point que le spectateur serait face à face avec une scène qui serait non possible, pour laquelle il serait impossible de distinguer si c'était de l'original ou non. Et c'est vrai que c'est une approche qui est peut-être intéressante pour des prises de vue d'actualité. On peut se dire, en effet, se mettre dans le cas de la bataille de la Somme et puis améliorer la netteté, la résolution de l'image, améliorer la fréquence des images pour que les roues des wagons avancent dans le bon sens, ajouter de la couleur, coloriser en quelque sorte, faire de la 3D peut-être. Et donc, on aurait l'impression d'être dans les tranchées avec le caméraman. Ça serait une expérience extraordinaire. Voici ce que j'écrivais il y a 10 ans. Et je peux me demander aujourd'hui si c'est quelque chose que Peter Jackson a réussi à atteindre comme objectif, cette réappropriation. Voyons donc ce qu'il a fait de nos différentes séquences, celles que nous avons mises à sa disposition. Nous avons ici un scan brut d'un des films donc non restaurés, donc d'un des originaux. Et c'est quelque chose ici que je vous diffuse depuis mon ordinateur portable, donc la qualité n'est quand même pas parfaite. Et voici ce qu'en a fait l'équipe du film. Et je pense que pour nombre des spectateurs, c'est vrai que l'expérience est du coup beaucoup plus vivante et il y a une notion de plausibilité. Vous voyez ici, la couleur du cheval, par exemple, est extraordinairement bien rendue. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les images en noir et blanc, ils ont lissé le grain, ils ont enlevé tout ce qui pouvait être artefact, et ensuite, ils ont envoyé ce matériau à un labo spécialisé qui a colorisé l'image. Bien évidemment, on ne peut pas coloriser un film de manière 100% authentique. Je vais vous montrer, pour illustrer mon propos, cette image. Regardez ici la maison à droite. À votre avis, elle est de quelle couleur cette maison? On n'en sait rien. Mais de toute évidence, les gens qui ont fait la colorisation ont décidé que ça serait plus joli si cette maison était bleue. Dans le même ordre d'idée, de quelle couleur, à votre avis, est le vêtement de cet enfant? Là encore, manifestement, dans l'idée des gens qui ont colorisé, c'était un Vichy blanc et bleu. À mon avis, c'était probablement plutôt gris. Mais le gris, de manière générale, on ne l'utilise pas trop dans les films qui sont colorisés pour des raisons assez évidentes. On est là pour ajouter de la couleur. Donc, la colorisation, c'est un processus créatif et Peter Jackson, de ce point de vue, ne cherche pas à tourner autour du pot. Il est vraiment là pour coloriser et rendre ce film beaucoup plus attractif pour un jeune public. Néanmoins, Peter Jackson avait des difficultés de disponibilité des séquences disponibles. Comme le disait Hélène, les films qui nous sont parvenus, c'est déjà du matériel qui est édité sous la forme de documentaires ou de bulletins d'actualité. Et on a un grand nombre de prises qui n'ont pas survécu, ce qu'on appelle les off-take. On n'a pas la totalité des séquences. C'est bien dommage parce que ça aurait été des séquences qui auraient été très précieuses. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait qu'un seul caméraman qui avait un accès limité au site. Les caméras étaient lourdes
monde. Et par conséquent, quand il y avait du film, c'était quelque chose qui était quand même orchestré. Les prises étaient souvent longues et en général, les prises de vue montraient moins la guerre que des groupes de soldats qui riaient, qui souriaient à la caméra, qui montraient parfois une mascotte ou, dans le cas d'espèce, un pauvre enfant tenant peut-être un animal. Et on voit aussi de temps en temps des troupes qui défilent devant l'écran, devant la caméra. On voit très peu de scènes de combat. Ce sont plutôt des prises de vue vues de loin. Et aussi, sinon, il y a des images de prisonniers ou de soldats blessés. Par contre, il y a très peu de gros plans. Et c'est assez intéressant. Aussi, vous pouvez vous demander comment Peter Jackson et son équipe ont pu prendre ces séquences qui ont été mises à leur disposition et ont pu en faire quelque chose qui s'adapte mieux au goût actuel, avec des coupes, avec une manière d'éditer le film différente et aussi se concentrant sur l'histoire d'un individu particulier, par exemple, parce que ça, c'est au goût du jour. Voici justement un extrait du film. Nous avons ici justement un gros plan sur un soldat. C'est un peu flou. Ça manque de netteté. Le visage est un peu flottant. Ce n'est pas très réaliste et on voit que c'est très ralenti. Et en fait, vous voyez que c'est extrait ici de cette image. Le monsieur en question, le soldat en question, le jeune homme en fait, se trouve en haut à gauche de ce plan. Et voici avec quoi il travaillait au départ. Et quand vous regarderez le film, ou si vous regardez le film, vous verrez qu'il y a un certain nombre de plans où justement il zoome sur un soldat en tirant parti de la séquence originale. Et les logiciels qu'ils utilisent essaient de donner un aspect moderne à la séquence. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans la séquence originale pour convertir en quelque chose de totalement crédible, d'où cette notion un petit peu de flottement. Mais c'est pas grave. Peter Jackson, encore une fois, s'approprie cette difficulté parce que dans les documentaires, il arrive parfois qu'on ait des gros plans un peu flottants. Et de toute façon, l'idée n'est pas d'avoir quelque chose qui soit 100% réaliste. Ils ont aussi utilisé les prises de vue d'une autre manière, en faisant beaucoup d'éditions des séquences. Et je vais vous montrer justement ce plan. Les plans dans le film sont souvent des très longs plans, c'est-à-dire que vous avez une caméra qui est fixe et qui filme pendant très longtemps. Un public, aujourd'hui, va trouver ça assez fatigant, peu agréable. Regardons la séquence. Regardez comme la caméra suit l'action. Et on dirait que nous sommes en présence de plusieurs caméras qui filment plusieurs plans de différents angles. Et cette petite séquence est extraite en fait de cette séquence-là. Et on vous laisse en profiter parce qu'en fait c'est un plan fixe d'1 minute. Et vous noterez que la caméra dans l'original ne bouge presque pas. Et vous noterez que les soldats regardent vers la caméra et ils n'ont pas un metteur en scène qui leur dit de regarder ou de faire telle et telle chose. Et voici exactement comment se présente un film contemporain de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment épuisant de regarder pendant 1 minute. Ce que fait Peter Jackson, donc, c'est de ramener de la vie. C'est assez convaincant comme résultat. Mais une fois de plus, ce n'est pas le film original. Il faut vraiment se dire que ça n'y ressemble pas du tout. Il y a d'autres choses qui nous mettent un peu plus mal à l'aise, au-delà de ce que je viens de vous présenter. La séquence que je vais vous montrer maintenant montre justement le raid d'une tranchée. C'est justement quand les soldats britanniques sortent de la tranchée et vont au contraire vers les lignes ennemies pour essayer de capturer des ennemis ou recueillir des informations, puis ils reviennent. Donc c'est une offensive. Et
Il s'est servi, donc Peter Jackson, d'un film qui était disponible de Danny Matalo. Je crois que c'est extrait de la bataille d'Arras. Et voici donc comment les choses sont rendues dans le film de Peter Jackson. Notez les explosions qui ont l'air quand même étranges. Et voici les séquences originales dont sont extraites celles de Peter Jackson. Alors vous voyez qu'ils ont déjà dû beaucoup zoomer sur l'image. Et par ailleurs, dans la version de Peter Jackson, ils ont essayé de faire des explosions qui sont un petit peu plus hollywoodiennes, si on peut dire, avec des éclairs, avec beaucoup de fumée, alors que les explosions dans le film original, donc les véritables explosions, étaient en fait très abruptes et ne montraient pas un caractère pictural aussi intéressant. Ce que je trouve même un peu plus alarmant, si vous me le permettez, ce sont les barbelés que l'on voit ici au premier plan. On voit que dans le cliché original, on ne les voit pas bien. Ils ont été, si vous voulez, peints, rajoutés. Regardez aussi le ciel. Tout d'un coup, la météo est différente. Donc, on se retrouve finalement dans une position un peu inconfortable. On n'est pas vraiment sur du film original, on n'est pas vraiment sur du film d'animation. On est quelque part entre les deux. Et ce n'est pas qu'un seul plan qui a été traité comme ça. Quand on utilise des archives, on peut aussi ajouter une bande son. Alors, vous pourriez me dire, c'est vrai que la plupart des documentaires qu'on voit à la télévision, souvent, on demande à l'équipe de production, on demande à la personne responsable de l'édition du son de prendre des bruits, de mettre un bruitage qui soit adapté aux images. C'est quelque chose dont on a l'habitude. Et on peut reconnaître à l'équipe de Peter Jackson d'avoir vraiment fait ce qu'on appelle du sound design, de faire une conception de la bande de son qui fonctionne parfaitement sur les images. Et en effet, ils ont aussi ajouté des dialogues assez réalistes. Ils ont d'ailleurs utilisé les services de personnes qui savent lire sur les lèvres pour pouvoir reproduire le dialogue vraiment prononcé. Ils ont aussi des bruitages d'armes. Apparemment, pour les bruitages d'armes, ils ont à peu près la même bande de son qui revient, quel que soit le type d'arme utilisée, peu importe. Mais j'ai l'impression, de ce point de vue, que pour ce qui est de la bande de son, il y a quand même un certain respect vis-à-vis des archives, ce qu'on ne voit pas toujours. Je vous montre ici, ou je fais entendre plutôt, un exemple. Et donc, pour conclure cette partie de ma présentation, je peux dire, est-ce que vraiment l'équipe a réussi à transformer ces images originales en quelque chose qui est plus proche de la réalité? La réponse est non. Ce qu'ils ont créé, c'est une nouvelle réalité. Quelque chose, bien sûr, de très réussi en soi, quelque chose qui est crédible pour le public, mais l'équipe s'est quand même permis un certain nombre de libertés. Et je pense que je vais redonner la parole à Helen, qui ensuite me redonnera la parole, parce qu'on va se concentrer sur des choses, on va dire, peut-être un petit peu plus douteuses, un peu plus sujettes à caution. Oui, alors je vais reprendre. Et je voudrais passer un petit peu de temps maintenant à voir un peu ce qui a été fait avec ce film et surtout dans l'industrie du film et commencer aussi à voir quel genre de réflexion on pourrait avoir concernant un film comme celui-là, comment on peut le voir d'ailleurs ce film et généralement. Eh bien, la Fédération des archives internationales du film a un code d'éthique. Et généralement, ce travail, assez radical d'ailleurs, avec une myriade de changements par rapport aux matériaux d'origine, est interdit. Et par ailleurs, ce que l'on peut également voir, c'est qu'il y a des réglementations qui sont faites concernant les altérations qui sont apportées aux sources du film et qui doivent être indexées très précisément.
Alors pourquoi est-ce que pour beaucoup d'institutions, ce genre d'approche un petit peu interventionniste peut sembler corrosif? Eh bien tout simplement parce qu'il semblerait que ce soit l'authenticité, l'intégrité historique des films qui soit remise en question. Donc le but des archives est de présenter un matériau d'origine aussi proche que possible de la réalité. Ce n'est pas le rôle des archives publiques d'interférer de cette façon par rapport à un film. Ce n'est pas notre rôle d'être forcément une industrie créative. Mais est-ce qu'on peut faire les deux finalement? Respecter les sources et être également créatif? Eh bien, je crois que le film a toujours été un matériau extrêmement malléable, incroyablement malléable. Depuis le début d'ailleurs, la couleur et le film, ou la couleur dans le film, ce n'est pas nouveau. La dimension 3D, les images stéréoscopiques, les effets sonores complémentaires, ce n'est pas nouveau non plus. On peut également travailler sur les teintes, sur la colorisation, et on peut coloriser à la main également avec des pochoirs. Ceci était déjà fait il y a une centaine d'années et même il y a certains films en 3D qui sont apparus dans les années 1920. Alors, peut-être que ça peut être considéré comme quelque chose de relativement acceptable. Si on veut l'appeler un documentaire, ça pourrait être une perspective raisonnable. Mais ce n'est pas un documentaire traditionnel, classique. Est-ce que c'est un essai filmique? Ce n'est pas vraiment une restauration des archives. Qu'est-ce que c'est finalement? Une recréation, une fictionnalisation, une reconstruction, une translation, une transformation? Je pourrais énumérer beaucoup des concepts qui pourraient s'appliquer à ce processus, mais je crois qu'il faut trouver le métalangage nécessaire ou la taxonomie nous permettant d'aborder ce film. Ce n'est certainement pas ce que l'on faisait il y a une centaine d'années, ça c'est clair, mais je pense que l'on utilise des techniques de restauration, on nettoie le film, on enlève les rayures, les défauts, on élimine les scintillements, les clignements, également, on va également revenir un petit peu sur les nuances des différentes prises de vue. Il y a également tout un travail au niveau du grain du film qui est supprimé afin de le matifier et inverser certaines des prises de vue. Alors, les séquences d'origine qui étaient prises à 13 images par seconde ou 10 images à seconde, surtout dû au fait qu'on utilisait des caméras à la main, à manivelle, donc crée un effet particulier. Mais Jackson voulait justement que l'on puisse passer à 24 FPS, donc images par seconde. Il voulait justement une standardisation, donc c'est pour ça qu'il a proposé cette fréquence. Et ça veut dire donc qu'il y a une interpolation, un ajout de certaines images de façon à unifier le mouvement, le lisser en quelque sorte. Donc si on est à 25 minutes, le film donc va passer d'une version relativement pauvre en noir et blanc à une version en couleur avec évidemment d'un point de vue strictement cinématique d'autres effets au niveau du son par exemple, au niveau de la fréquence des images. Et on peut également dramatiser la transition entre le matériau d'origine et le film transformé. On peut se dire waouh, c'est génial. On pourrait dire aussi c'est vraiment une œuvre de création. On a également d'autres raisons. On peut vouloir économiser d'un point de vue strictement financier en travaillant de la sorte. Mais n'oublions pas que on a travaillé de façon très longue sur ce film. Wingnut et Jackson étaient les deux personnes qui se sont réellement investies. Et ils ont dépensé eux-mêmes beaucoup d'argent personnellement et investi beaucoup de temps. Donc, comme David l'a dit, on voit donc des gros plans, on voit également un recadrage des images, on voit également que l'accent a été mis de façon différente sur certains contenus, sur les visages, on voit également que l'on a inversé certaines prises de vue et que l'on a une fréquence qui peut changer au niveau du défilement des images. Je dirais que ce découpage ou ce recadrage permet aux réalisateur donc de faire voir aux spectateurs des éléments qui celui-ci aurait peut-être pas vu, ou il lui permet également de les mettre en avant, mais également de permettre aux spectateurs de regarder de façon plus libre les images qui défilent. Je crois qu'une des ambitions que Jackson avait déclarées lors de ce projet, c'est qu'il voulait que le film ressemble à ce que c'est-à-dire un film qui a été fait avec des prises de vue récentes.
Mais donc, n'oublions pas que ça ne ressemble pas évidemment à ce que l'on peut faire de façon contemporaine en 4K, parce qu'évidemment, on voit bien ici que d'un point de vue de la matérialité de la texture, il y a quand même une origine des images qui est chimique. On pourrait dire que c'est un produit hybride finalement. On voit également qu'il y a des artefacts visuels qui sont visibles. Ça, c'est vraiment le produit de notre époque et de la technologie. Alors, pour la bataille de la Somme, il y avait également une reconstruction ou des séquences de combat avec des prises de vue relativement longues et ça rend les événements plus difficiles à percevoir. Ça demande plus de temps. Avec ce film, on a également utilisé des illustrations qui provenaient de la propagande contemporaine, des publications, etc., et qui pouvaient être justement un bon élément au niveau pictorique. N'oublions pas que la grammaire du film est également moderne. N'oublions pas également qu'on avait utilisé à l'époque une caméra très lourde, et donc avec un tripode. Et donc, ça veut dire que les caméramans devaient être assis pendant très longtemps. Et donc, ceci signifie également une certaine distance par rapport au lieu du combat. Là où les prises de vue sont faites finalement. Mais David l'a déjà dit, je pense. Donc que ces séquences de ces batailles n'existent pas donc comme je dirais de façon tout à fait réaliste. Et c'est pour ça que Peter Jackson a voulu intervenir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce film a bénéficié de toute cette propagande qui existait à l'époque, c'est-à-dire des images et également des publications. Et on peut dire aussi que la grammaire de la film est moderne, avec un montage plus rapide, avec également plus de gros plans. Maintenant, la précision historique est également importante. Mais encore une fois, on a pris un certain nombre de libertés au niveau artistique et n'oublions pas que ceci est également limité par l'imagination des uns et des autres. C'est-à-dire que chacun va y mettre un petit peu du sien, chacun va y mettre un peu d'imagination. Alors, par exemple, où se trouvent les personnes qui ont des cheveux roux? Est-ce que le sang séché va être beaucoup plus rouge? Est-ce qu'il y a autant de coquelicots dans les champs? Vous voyez, donc il y a tout un aspect d'homogénéisation, de mythologisation qui est le soubassement même de ce film. Donc, ce qu'il faut essayer de faire avec ce film, c'est de laisser une impression vivante, détaillée, dense et crédible. Ce n'est pas une restauration finalement, parce que le film est véritablement enraciné dans une réalité contemporaine. Et Jackson et son équipe ont visité un certain nombre d'endroits où les séquences d'origine avaient été prises. Ils ont également fait énormément de photos en couleur, plus d'une centaine, qui justement permettaient d'être une référence pour ce que l'on appelle la restauration artistique. Et également, il y a eu tout un travail de post-production qui a été fait. Donc, on peut dire que ce film est un spectacle dérivatif, c'est-à-dire on imagine à nouveau ce qu'a pu être le passé. On travaille à partir du matériau d'origine. Donc, l'original est tangible et intangible, il est absent et présent, ce qui permet au spectateur d'explorer l'expérience de cette visualisation. Donc, il visualise, il explore sa propre expérience et il se demande finalement ce qu'il est en train de voir, de visualiser. Et cela peut également créer peut-être une expérience beaucoup plus dense, plus immédiate, plus puissante pour les spectateurs que ce que l'on décrit comme étant plus réaliste. Et ceci grâce à des artifices très différents et grâce au fait que l'on va magnifier un certain nombre d'éléments que l'on avait perdus peut-être au départ. Donc, cette immersion dans un monde en 3D vous permet de voir de plus près ce qu'il en est. Par exemple, des visages en gros plan. On va humaniser l'histoire. Certains visages ne ressemblent pas trop à ce que l'on pourrait imaginer avant, c'est-à-dire des visages un petit peu flottants et très vagues. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dissonance cognitive. Et ça, c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai vu le film pour la première fois. J'avais l'impression que c'était étrange, mais en même temps, c'était convaincant, mais aussi très dérangeant. Les effets sonores, le dialogue qui avait été ajouté, la synchronisation labiale qui avait été utilisée, tous les enregistrements des sons, de l'artillerie, des armes.
Et je pense que ceci a créé ce que j'appellerais une expérience visuelle avec différentes couches et un spectacle sonore qui permet d'avoir une expérience sensorielle kaléidoscopique. Donc, je pense encore une fois qu'il y a des contraintes, des limites évidemment à tout ce processus. Mais tout ceci permet d'avoir, comme je l'ai dit, une expérience sensorielle tout à fait originale, quelque chose qui participe à la fois du spectacle sonore et du spectacle visuel à facettes très différentes. C'est également la possibilité de s'intéresser de plus près aux histoires personnelles, aux moments d'intimité, aux émotions, à l'expérience humaine que l'on peut narrer, que l'on peut décrire. Et donc, je pense ici que nous avons un récit qui est un récit très important. C'est l'essentiel de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors, les noms des localités, les noms généraux, les dates ne sont pas incluses et le son et les images ne sont pas utilisés de façon chronologique. C'est vrai, on peut parler d'un collage. Un collage, donc, qui permet de comprimer, mais également de mettre en avant un certain nombre d'expériences, de récits, d'événements. La structure du film, elle est simple. Pourquoi ils se sont battus dans le théâtre des combats et donc comment ils sont revenus ensuite. C'est un petit peu ce qu'on appellerait la structure sandwich que nous avions au départ, mais qui a été maintenue. Mais comme je l'ai dit, le son et l'image ne suivent pas un ordre chronologique strict parce que les séquences et les photos sont subordonnées aux voix des vétérans et donc ça dépend de ces témoignages. On en a tenu compte et j'ai déjà parlé de l'aspect visuel et du son. Et alors le son est vraiment très important dans ce film, indépendamment de tout ce que l'on peut visualiser, par exemple les entrevues avec les vétérans de la Première Guerre mondiale. Mais on a donc ces entrevues qui ont été enregistrées à l'Imperial War Museum et à la BBC, et ceci à partir de 1964. Et ceci permet d'avoir l'ossature du film. C'est un collage, je dirais, qui a été très précisément artisanalement construit pour permettre de rentrer dans l'expérience des soldats en tenant compte également des accents régionaux, ce qui permet de voir qu'il s'agit ici de tout le Royaume-Uni. Un collage. Donc, l'expérience est peut-être plus importante, d'après Peter Jackson, c'est de permettre un récit qui est fondé sur les témoignages de ces soldats. Et ces entrevues de ces vétérans donc était un matériau essentiel. Il a décidé qu'il allait en utiliser certains témoignages. Ça a été la première partie de ce récit. Et ensuite, il a intégré ceci dans le récit général, global. Alors évidemment, c'est souvent des enregistrements de voix qui sont très puissants, surprenants. Ce sont des témoignages qui sont très émouvants, mais ils n'ont évidemment peut-être pas l'authenticité ou la légitimité historique qu'il faudrait parce qu'ils ont été enregistrés 50 ou 70 ans après la survenue des événements. Donc, il faut penser justement au fait qu'il s'agit ici de recueillir des souvenirs, mais ces souvenirs ne sont peut-être pas forcément les plus crédibles ou réalistes. À cela s'ajoutent les voix des survivants, ceux qui ont bien voulu s'exprimer, et le IWM a généralement pas forcément utilisé tous ces témoignages des vétérans et n'a pas utilisé, n'a pas conservé tous ces témoignages dans nos archives, mais nous pensons que, indépendamment de l'héritage que cela représente, cela permet aussi d'avoir un certain recul, mais n'oublions pas, encore une fois, que c'est important de les avoir dans la mesure où certaines mémoires s'effacent petit à petit. Je suppose qu'une des questions qui peut survenir ici, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces films peuvent être plus importants, peut-être mieux diffusés et peut-être permettre aux gens de parler plus de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il a une dimension pédagogique. Cela ajoute à la compréhension, à la complexité des événements. Et ceci grâce aux archives, bien sûr, mais au travail qui a été réalisé à partir des archives. C'est un film qui sera peut-être plus facilement accessible au jeune public.
Et donc, à tous ceux qui n'ont pas forcément voulu voir ce film au départ en noir et blanc, je pense que c'est un outil pédagogique extraordinaire. C'est également la possibilité de diffuser notre histoire publiquement, comme j'ai déjà dit à plusieurs publics, une plateforme pour explorer les archives filmiques plus en profondeur. Alors, je pense que tout le monde est sorti de la projection en se sentant très impressionné par ce qu'ils avaient vu et même d'ailleurs ému et que c'était une opportunité extraordinaire qu'ils n'avaient pas eue avant. Et comme David l'a également dit, beaucoup des personnes qui apparaissent dans le film sont très souvent conscientes de leur rôle en tant que protagonistes, en tant qu'acteurs dans un film, parce qu'ils ont été soldats et donc se sentent très impliqués. Donc, as Paul Conway says, eh bien, nous avons essayé donc d'être très engagés par rapport à cette mémoire culturelle qui doit être préservée. Et nous devons également tenir compte de ces aspects innovants. Et je pense que Peter Jackson l'a fait finalement. Peter Jackson donc a vraiment insisté sur certains moments importants du film. Un des vrais problèmes que nous avons eu avec donc le Board of Film, c'est justement qu'il y a peut-être un certain nombre de représentations qui par exemple au décès, qui n'apparaîtraient pas même dans les actualités. Avec la colorisation, évidemment, les choses sont différentes. Et donc, ceci pose un certain nombre de problèmes parce que cela pose un certain nombre de questions d'un point de vue strictement éthique, c'est-à-dire est-ce que l'on peut ou pas voir ce genre de film, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut le voir, est-ce que c'est vraiment un documentaire ou non, comment a-t-on transformé le matériau de base ou d'origine. Une autre question, c'est que ce film ressemble beaucoup à la représentation mâle et blanche qu'il y avait au départ. Il n'y a pas ici de perspective de la part d'autres groupes minoritaires comme les femmes ou les gens de couleur. Et je pense que c'est un film qui revient beaucoup sur l'histoire personnelle de Peter Jackson, dont le grand-père a été impliqué dans cette guerre. Et maintenant, nous avons une distribution internationale du film et il n'y a aucun doute sur le fait que ça a été un succès populaire. Il y a beaucoup de personnes, on a été visualisé dans les cinémas, mais il a été également beaucoup vu sur les écrans de télévision. Donc je pense que c'est peut-être aussi un succès comme Citizen Kane, qui sait. Donc il y a plusieurs, des milliers de réimpressions et dans les médias. Et je crois que cela a permis donc au musée donc impérial de Londres de gagner pas mal d'argent finalement. Donc c'est peut-être ça, la popularité d'un film, ce qu'on appelle un film populaire. Il y a donc d'autres aspects également que l'on pourrait mettre en avant, c'est-à-dire le fait qu'on voit de près ce qui a été vécu par les réalités. Et cette immersion dans la réalité permet donc d'avoir une plus grande crédibilité du film. Et ceci permet également de remédier au manque des séquences d'origine. Et c'est également très important aussi de permettre, d'un point de vue historiographique, de reconstruire un certain nombre d'événements et d'avoir également une restitution de cette mémoire historique. Et cela permet de parler de cette Première Guerre mondiale. Ça permet à tous d'évoquer l'histoire et de commémorer le centenaire de cette Première Guerre mondiale. Je vais maintenant lire une citation de Paul Conway qui pose la question suivante. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes tous tellement impliqués dans cette préservation de la mémoire culturelle? Et est-ce que ceci veut dire qu'il faut également prendre en considération les aspects innovants du travail numérique qui a été fait pour préserver les valeurs qui ont motivé ces efforts? Oui. Oui, je crois que la réponse, c'est qu'il ne s'agit pas d'éliminer les technologies digitales et la collaboration que cela implique. Ces technologies nous permettent de voir de façon souvent fascinante ce qu'il en est de cette représentation de la réalité.
Évidemment, il y aura toujours des limites de cette technologie, bien évidemment. Et of course, et bien sûr, nous n'allons jamais complètement laisser de côté le matériau d'origine. Et ceci est très important. Donc, pour comprendre ce qui a été fait et être sûr que nous ne sommes pas en train de décevoir nos publics, nous avons travaillé de façon très proche avec la BBC, Peter Jackson, sur un documentaire justement concernant ces soldats, de façon à permettre justement la transformation de ce matériau de base. Et Catherine Russell a travaillé là-dessus et parle d'archivéologie. Donc, qui serait une manière de voir comment l'histoire est représentée dans ces documentaires, de manière à ne pas avoir une vision distordue de la réalité historique et qu'on conserve une valeur anthropologique. Et je pense qu'effectivement, c'est bien une théorie qui s'applique à ce documentaire. Le fait qu'en fait, on essaie de créer un choc, une espèce une attraction vers le passé par ce phénomène de choc que l'on procure par ce nouveau film. Néanmoins, les technologies avec lesquelles nous travaillons changent rapidement. On parle d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de post-digital. Et de plus en plus, les archives, les musées, les bibliothèques seront confrontés aussi bien à des opportunités qu'à des défis pour savoir donc comment utiliser leur collection. Et je pense que là, on a couvert un petit peu l'ensemble des commentaires qui ont été faits, notamment de la part des gens qui travaillent dans les archives. Et donc, j'ai essayé de vous donner donc le point de vue des archivistes, des historiens. Je vais redonner la parole à David Walsh pour sa deuxième partie. Alors, effectivement, je vais vous reparler un peu des difficultés techniques, des choses qui ont quand même fait froncer les sourcils à ceux qui s'occupent des archives. J'en fais partie. La première chose, une fois de plus, c'est la question de la rapidité à laquelle les images ont été tournées, donc la fréquence d'image. On sait que les images étaient tournées sur des caméras différentes qui procuraient donc 16 images par seconde ou 13 images par seconde. Et Peter Jackson, bien sûr, connaît très bien ce qui est la fréquence d'image. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais quand il a tourné The Hobbit, le Hobbit, il a décidé de tourner ce film en 3D, 48 images par seconde, tout simplement pour avoir une impression de grande fluidité dans son film. Ça a provoqué beaucoup de chaos dans l'industrie du film parce qu'il fallait avoir l'équipement nécessaire pour montrer le Hobbit dans les bonnes conditions. Toujours est-il donc que Peter Jackson, quand il essaie d'expliquer les choses à un public qui n'est pas spécialiste, dit parfois que les films anciens vont à la mauvaise vitesse. En fait, pas du tout. Ce n'est pas que les films anciens sont à la mauvaise vitesse. C'est simplement que le système de projection actuel n'est plus à la bonne vitesse pour le film ancien. Et tout ceci, bien sûr, dépend reboucle aussi sur ce qu'on disait par rapport à l'industrie du cinéma qui s'est digitalisée, numérisée et qui tend toujours vers des images qui se succèdent à une vitesse toujours plus rapide. C'est ainsi. Vous avez certainement vu à la télévision des documentaires, des films anciens, où vous avez l'impression que le film est accéléré. Alors, il n'y a pas d'excuse pour cela. À la télé, on peut aussi ralentir la vitesse à laquelle un film est montré. Au cinéma, vous êtes obligé de montrer les films à 24 images par seconde. Vous n'avez pas d'autre solution. Il faudrait ralentir tout le système pour qu'un film ancien donc, se déroule à un rythme acceptable. Donc Peter Jackson avait cette difficulté. Deux options pour résoudre ce problème. On peut répéter des images.
images. Par exemple, vous montrez l'image 1, l'image 2, puis de nouveau l'image 2, puis vous passez à l'image 3, l'image 4, puis l'image 4 une deuxième fois. Et ce faisant, en fait, vous intercalez des images et vous retombez sur du 24 images par seconde, alors que vous n'en aviez que 13 par seconde dans le film original. Donc c'est une des technologies qui sont utilisées. Il y a des logiciels aussi qui ont été utilisés pour faire cette interpolation. Et quand je vous remontrerai tout à l'heure des séquences, vous verrez qu'il y a parfois un espèce de staccato dans la diffusion, justement au moment où on intercale des images. Donc ça, c'est la première solution. Peter Jackson a aussi choisi une deuxième solution. Il a pris donc les 16 images ou les 18 images par seconde de l'original et il a reconstruit 24 nouvelles images à partir des originales. Et donc, du coup, c'est totalement non authentique, si vous voulez. Et d'un point de vue déontologique, on est sur quelque chose qui vraiment s'écarte complètement de l'original. Alors, le logiciel qu'il utilise est loin d'être parfait. Et si on regarde, par exemple, les mains ici qui sont gantées, on peut voir que quand ça passe d'une image à l'autre, on a cette impression de flou. Là, on a l'impression que ce soldat porte des choses qu'on ne peut plus qualifier de gants. Et c'est le problème qui se pose avec les logiciels. C'est qu'en fait, on reconstruit des images de manière à en intercaler et à avoir donc plus de fluidité dans le déroulement du film. Mais ceci a un coût. Ce qui est plus inquiétant pour nous en tant qu'archivistes, c'est que Peter Jackson a un point de vue très particulier sur ce qu'on qualifie de restauration. Lui, donc, a utilisé ces séquences qui ont été mises à sa disposition par le musée impérial, et lui parle donc de restaurer ces images. Alors, on est d'accord qu'il a retiré il a amélioré la granulométrie, il a enlevé les rayures, il a enlevé les défauts, en quelque sorte. Regardons ici cette séquence. Donc, c'est extrait de la bataille de la Somme. C'est la version restaurée, pour le coup, par le musée impérial. Et on voit que donc ces images sont tout à fait correctes. Ça ressemble à du film ancien, tel qu'on en a l'habitude. Et voici le point de vue de Peter Jackson sur cette même séquence. Et le problème ici, c'est que un non-archiviste va avoir du mal à être convaincu que c'est inférieur à l'original. Alors peut-être qu'on a raison si on est non-archiviste. À gauche, on a l'image originale qui est déjà restaurée, donc qui n'est pas complètement couverte de rayures. Et donc il est exact que peut-être l'image de droite est plus proche de la réalité de l'époque. Mais il y a des choses qui me gênent. Regardez ici ce gros plan. On peut voir ici que dans l'original à gauche, on a en fait plus de détails que dans l'image de droite. Et donc, il y a des informations qui ont été éliminées dans la version de Peter Jackson, juste pour avoir une image plus fluide. On a aussi, une fois de plus, le logiciel qui nous joue des tours. Regardez ici ce personnage qui passe juste devant le caméraman. Dans la version retraitée par Peter Jackson, le logiciel n'a même pas été capable de gérer cette image qui était très floue dans l'original. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit juste un point noir ici, comme une tache d'encre qui vient se superposer et qui passe comme ça, on s'en rend même pas compte. Il y a des choses aussi que je trouve assez drôles. Par exemple, ici, regardez l'homme ici qui fume une cigarette en plein milieu de l'écran. C'est l'original. Ici, dans la version de Peter Jackson, on dirait que c'est carrément un joint qu'il fume, ni plus ni moins. Et moi, je pense que c'était pas du tout le but de la manœuvre, littéralement. Et quelque chose d'encore plus inquiétant que cela,
c'est que l'équipe de production a décidé que la Première Guerre mondiale se passait avec un climat extrêmement favorable, sous un beau ciel bleu, avec des petits nuages blancs. Vous voyez que absolument toutes les séquences retravaillées, on a ce beau ciel bleu et des nuages blancs. Tout le long du film, il fait beau. Mais si l'on compare avec cette séquence, par exemple, ici, vous voyez, je vais vous montrer l'original. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'informations sur la couleur du ciel. Ça tient bien sûr à la technologie de l'époque, la sensibilité du film, mais les films ressortent effectivement essentiellement en gris ou en blanc. Et donc l'idée, bien sûr, était d'avoir quelque chose de plus joli dans l'image de Jackson en mettant des ciels bleus, pardon, un ciel bleu et des nuages blancs. Mais c'est purement de la fiction. En fait, on n'en sait rien. Et dans certains cas, ils ont même remplacé de la fumée. C'était une espèce de nuage de fumée qui partait et ils ont transformé cette fumée en nuage. Donc c'est vraiment une réinterprétation. Revenons à cette séquence originale que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, cette espèce de panne. Dans l'original, vous voyez qu'il y a des oiseaux dans le ciel. Alors j'ai regardé pour voir si dans le traitement qui en avait été fait par les équipes de Peter Jackson, est-ce qu'il restait les oiseaux ou non? Eh bien, pas du tout. On n'a plus d'oiseaux. Et le ciel, on dirait qu'il n'y en a pas. Là, pour le coup, ils ne se sont pas embêtés à peindre un ciel bleu avec les fameux petits nuages. Ils ont laissé le ciel. On a l'impression que le ciel n'a pas été traité du tout. Et en plus, on a enlevé les oiseaux. Dernière chose, si on regarde cette zone de l'image originale et qu'on regarde ce qui en a été fait dans la nouvelle version, on voit quelque chose quand même d'assez étrange. Vous noterez que les arbres, les champs en arrière-plan ont complètement changé. On voit aussi que certains des bâtiments du village ont changé de physionomie. Et ça, quand même, ça suscite interrogation. Parce qu'ils se sont embêtés à changer les bâtiments. Alors pourquoi ils ont aussi refait l'arrière-plan et supprimé par ailleurs les oiseaux, par exemple? Et il semblerait que le technicien qui a fait la colorisation, peut-être qu'il en a eu marre et s'ennuyait, et donc il a fait certaines choses et pas d'autres. Et je pense que Peter Jackson n'est même pas au courant de ce genre d'intervention sur l'image. Et au bout du compte, peut-être que ce n'est pas très grave pour ce film en particulier, mais cela donne lieu quand même à un certain nombre de questions et de préoccupations. Cela nous montre quoi? Quand on a des films d'archives, il est de plus en plus facile, sur la base de ces films d'archives, de les manipuler complètement. L'implication plus large, c'est que il sera de plus en plus difficile de prouver l'authenticité d'images d'archives. Ça semble être quelque chose de complètement du passé, de pouvoir qualifier une image même qui a l'air ancienne d'image authentique. Et est-ce que donc finalement la version de Peter Jackson est plus proche de la réalité? Non, je ne pense pas. C'est juste une interprétation de sa part. Et ça m'amène à la fin de mon propos. Merci beaucoup.